Bonjour, bienvenue au cours des statistiques multivariées. Aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième chapitre sur l'analyse des composantes principales, dont voici les contenus. Nous allons d'abord parler des concepts et définitions, et puis comment calculer les composantes principales avant de faire une illustration. Alors, d'abord, il faut connaître quel est le problème auquel l'analyste fait face quand il analyse les données multivariées. C'est le problème qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité. Donc, vous avez beaucoup de variables que vous ne savez même pas comment en tirer une relation entre elles. Alors, l'analyse des composantes principales, comme les autres techniques de l'analyse multivariée, permet de réduire la dimensionnalité des données afin d'obtenir des informations importantes à partir d'elles. Alors, cette technique, en fait, est basée sur la réduction ou le remplacement d'une base de données composée des variables corrélées par une autre base de données composée par des variables non corrélées, Y. Alors, on choisit les variables non corrélées de manière que la première composante, la première variable, puisse compter pour la plus grande variation dans les données. Et la deuxième variable pour compter pour la plus grande variation non expliquée par la première variable et ainsi de suite. Alors, ces nouvelles variables sont appelées, dans les variables Y sont appelées les composantes principales. Alors tout ce qui est à faire ici, c'est on cherche à ce que ces variables, ces composantes principales, puissent compter pour une proportion assez importante de la variation contenue dans les variables originelles, donc les variables x. Et par conséquent, on peut utiliser ces petits nombres de variables ou un petit sous-ensemble réduit de ces variables pour en tirer une explication ou un résumé raisonnable des variables de départ. Alors, à quoi servent ces composantes principales? J'en ai déjà donné une utilisation, mais aussi ces variables ou cette analyse permet de faire une représentation graphique assez informative des données dont on dispose. Et puis, les composantes principales peuvent aussi être utilisées dans d'autres analyses, telles que l'analyse de la régression, surtout quand on est en présence de la multicollinéarité. Alors, on définit ainsi cette méthode comme une méthode de la statistique descriptive qui permet de réduire le nombre de variables, la dimensionnalité des variables et d'analyser un nombre important de variables. Alors, les variables analysées, ça c'est très important, doivent être toutes quantitatives. Il faut bien retenir ça. Et doivent tenir, les composantes principales doivent représenter l'information contenue dans les données. Et lorsque nous parlons des informations dans les données de départ, il s'agit en fait de la variation totale que contiennent ces données-là. Donc l'objectif ici de l'analyse en composantes principales, c'est d'identifier les directions le long desquelles la variation est maximale. Donc lorsque nous parlons des directions, il s'agit en fait des composantes principales. Alors comment calculer les composantes principales? Alors, l'objectif ici, c'est d'abord de comprendre c'est quoi une composante principale dans ce cas. C'est en fait une combinaison des variables de départ, des variables x. Alors, si tel est le cas, alors le grand problème ici, c'est de savoir comment définir les combinaisons de les coefficients ou les pondérations de ces combinaisons linéaires. C'est ça l'objectif de l'analyse en composantes principales. Alors, comment est-ce que cela se fait? Nous considérons d'abord la première variable, la première composante y. Voici la première variable qui est une combinaison linéaire des variables de départ, les variables x. Et ici, les combinaisons linéaires sont dans un vecteur A, A1, parce qu'il s'agit de la première composante, qui est le vecteur de pondération. Alors, sur ces vecteurs, il y a une contrainte qui dit qu'il faut que les produits scalaires de ces vecteurs soient égal à 1. Et l'objectif ici, c'est de sélectionner la première composante de manière à maximiser sa variance, qui est définie comme suite à, comme
une forme quadratique en fait, en utilisant S qui est la matrice des covariances des variables de départ. Donc voici les problèmes, c'est un problème de maximisation. Choisir A1 de façon à maximiser sa variance sous la contrainte que les produits scalaires du vecteur A est égal à 1. Alors, comme c'est un problème de maximisation, d'optimisation, donc ça demande qu'on puisse élaborer le Lagrangien pour pouvoir résoudre pour le vecteur A. Mais ne vous en faites pas, il n'y a pas de Lagrangien à résoudre ici, mais il y a tout simplement à retenir que la solution à ces problèmes, et on peut démontrer que la solution à ces problèmes, la solution fournie par le Lagrangien et n'est rien d'autre que les vecteurs propres, ok, A1 n'est rien d'autre que les vecteurs propres correspondant à la plus grande valeur propre de la matrice S. Donc, c'est vraiment assez simple. Vous n'avez pas à faire. Donc, ce que vous devez maîtriser, c'est en fait la notion de la décomposition d'une matrice en vecteurs en vecteur propre et en valeur propre. Alors, une fois la composante 1 déterminée, on peut déterminer la deuxième composante, qui est Y, qui est aussi une combinaison linéaire des premières variables, mais la condition aussi, il faut que les vecteurs de pondération puissent avoir un produit scalaire qui est égal à 1. Et on ajoute une autre condition, c'est que c'est la condition d'orthogonalité. Il faut que les vecteurs 1 et le vecteur A2 soient orthogonales au vecteur A1. Donc, leur produit doit être égal à 0. Et nous pouvons définir les restes des composantes principales en aussi grand nombre qu'il y en a, mais en gardant d'abord la première condition, qui est la condition du produit scalaire qui est égal à 1, et les restes des conditions pour l'orthogonalité. Alors, si vous avez, par exemple, vous êtes à la troisième composante, vous aurez deux conditions d'orthogonalité. C'est-à-dire, A3 doit être indépendant des A2 et des A1. Alors, parlons de la variance des composantes principales. Retenez une simple chose, que la variance d'une composante principale est égale à la valeur propre qui a permis de la générer. Donc, à la première composante principale qui est en fait les premiers vecteurs propres, sa variance est égale à la valeur propre la plus élevée. Et par conséquent, on peut trouver la somme de toutes les variances, la somme des variances des composantes principales comme étant la trace de la matrice S. Et on peut aller jusqu'à calculer la pondération ou la proportion d'une composante principale dans l'explication totale de la base de données, juste en calculant en divisant la variance, donc la valeur propre correspondante sur la trace de la matrice. Et on peut aussi calculer la valeur cumulée, la contribution cumulée de quelques variables, de quelques composantes. Ici, on suppose que Q ici est inférieur à P. Donc, le nombre de variances de composantes que vous cumulez est inférieur ou égal au nombre total des composantes. Alors, remarquez ceci, qu'on peut extraire les composantes principales soit de la matrice de covariance, soit de la matrice de corrélation. Alors, remarque très importante, il y a moyen de mettre les composantes principales à niveau de manière à les interpréter comme des corrélations ou des covariances entre les variables originelles et les composantes principales. Alors, pour convertir les composantes principales en covariance, voici la formule qu'il faut utiliser. C'est lambda J multiplié par AJI. Et la corrélation est obtenue en divisant cette covariance par le produit des écarts types. Et cette formule tient lorsque vous avez extrait les composantes principales de la matrice des covariances. Mais lorsque les composantes principales ont été extraites de la matrice des covariances, plutôt des corrélations, à ce moment-là, les coefficients de corrélation entre la variable x et la composante y est calculé comme suit. AJI multiplié par la racine carrée de lambda J. Alors, passons un peu à une illustration rapide de cette technique avec le logiciel R. Nous utilisons ici la base de données microfin.xlsx qui contient 8 variables et 26 observations. Le fichier est disponible à la demande.
Alors, dès que vous avez la base de données, vous suivez la méthodologie ici que j'ai expliqué, que j'avais déjà expliqué dans la première vidéo, comment importer un fichier Excel dans R. Donc, vous n'avez qu'à copier cette commande et suivre les instructions qui sont là. Et dès que vous aurez fait cela, vous pouvez afficher les données dans R. Donc, j'ai appelé mon jeu des données Microfine et je peux appeler Microfine. Je peux voir quelques parties de Microfine avec les commandes head, tail, sum. J'ai déjà expliqué ça. Et alors, mais quand vous avez les données, la première chose à faire, c'est d'en faire une analyse exploratoire. Et les packages K que vous devez charger avant de l'utiliser est utilisé pour faire trouver quelques statistiques ou faire une analyse exploratoire. Donc, vous chargez les packages K et vous pouvez par exemple trouver la matrice des nuages de points avec la commande scatterplotmetrics avec la fonction et puis l'argument c'est les noms de votre jeu de données. Voilà les résultats. Vous avez sur la diagonale principale de cette matrice les histogrammes des différentes variables et dans les diagonales secondaires, vous avez les nuages de points entre différentes paires de variables. Vous remarquez qu'il y a une forte corrélation qui est entre les différentes paires de variables. Et vous pouvez même, si vous voulez bien, au lieu d'avoir la base de données, la matrice des nuages de points pour tous les jeux de données, vous pouvez choisir, sélectionner quelques variables seulement, comme ici dans le cas, je sélectionne 5 variables, les 5 dernières variables dans mon jeu de données. Alors, il suffit tout simplement d'indiquer l'option 4 à 8 dans la commande scatterplot et ça va vous donner les informations concernant la matrice la matrice des nuages de points concernant les 5 dernières variables. Vous pouvez aussi obtenir les nuages de points des deux variables, de différentes paires de variables. Ici, je vous donne l'exemple entre la variable concernant la variable rentable et refine. C'est la fonction plot qu'il faut utiliser. Faites très attention. Vous reliez les variables que vous voulez représenter avec le symbole tilde et remarquez comment vous devez vous référer aux variables. Donc, vous avez d'abord l'objet, les jeux des données microfines, signe des dollars, les noms de la variable. C'est comme ça que vous vous référez aux différentes variables. Et vous pouvez calculer quelques statistiques descriptives. Et ici, on va utiliser la fonction supply. Supply, qui est là, sapply, c'est comment vous lisez. Alors, qu'est-ce que vous mettez dedans comme argument? D'abord, les jeux de données, le nom du jeu de données, c'est Microfine. Et vous choisissez d'autres arguments pour déterminer ce que vous voulez obtenir comme information. Si vous mettez min, vous aurez la moyenne. SD, vous aurez les écarts types. Var, vous aurez les variances. Vous pouvez aussi obtenir la matrice de corrélation de toute la base de données. Ou vous pouvez même aller jusqu'à faire un test d'hypothèse de la signification statistique des coefficients de corrélation. Alors, voici l'application. Ici, nous avons appliqué, pour trouver la moyenne, les vecteurs des moyennes. Et là, c'est pour trouver les vecteurs des écarts types. OK? Et ici, nous faisons les tests d'hypothèse sur la signification du coefficient de corrélation entre la variable garantie et risque. Alors, voici les résultats qui sont donnés par le logiciel R. D'abord, on vous dit quelles sont les variables qui sont considérées, la valeur T du test, les degrés de liberté et la valeur P. Et on vous dit clairement ici que l'hypothèse alternative que vous testez, c'est que les coefficients, les vrais coefficients de corrélation n'est pas différent de 0. Donc, ça implique que l'hypothèse nulle dit que les coefficients de corrélation entre les deux variables est égal à 0. Alors, la statistique qui est calculée est là. Et ici, c'est clair, parce que cette variable, cette statistique est supérieure à 2, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle en utilisant la règle de pouces. Ou si vous voulez bien, vous pouvez aller consulter les tables avec la table de la distribution des students à degré de liberté 24 et alpha est égal dans les seuils de signification 5%. Alors, vous pouvez tout simplement regarder à la valeur P qui est 0,00003 qui est inférieure à 0,01 et vous pouvez rejeter sans problème l'hypothèse nulle. Et la valeur calculée du coefficient est égale à 0,71 91 537.
Voilà. Alors voilà, tout ce que j'ai raconté à ce moment-là, c'était tout ça. Donc vous avez même l'intervalle de confiance qui est déterminé. Alors, on peut également obtenir, ça c'est l'application pour obtenir la matrice de corrélation, vous pouvez analyser. Alors, maintenant, appliquons l'analyse des composantes principales sur notre jeu de données. Pour rappel, l'objectif c'est la réduction de la dimensionnalité des données multivariées à un espace assez faible, okay, pour nous permettre de faire des analyses. Alors, comme vous le savez, nous avons déjà dit que l'analyse d'analyse exploratoire, si vous avez remarqué, bien que je ne l'ai pas dit, il y a différence entre les écarts types. Il y a des variables qui ont des écarts types assez faibles et des variables qui ont une variance assez élevée. Alors, pour éviter que les résultats soient affectés par cette disparité entre les variances, nous avons voulu ici standardiser les données. Vous savez, les données standardisées, si vous voulez standardiser x, vous prenez x moins x bar divisé par l'écart type de x. Et cela va produire une base de données pour lesquelles toutes les variables ont une moyenne nulle et une variance égale à 0. Donc, pour standardiser les données, voici la commande. Donc, je nomme ces nouveaux jeux de données standard, microfin. As data frame, ça c'est la fonction qu'il faut utiliser. Alors, vous prenez scale, vous demandez à R de standardiser votre fichier de départ, microfilm. Alors, vous pouvez voir ces données avec la commande en appelant tout simplement les noms de la commande. Et pour vérifier, en appelant les noms du fichier plutôt, pour vérifier si les données sont vraiment standardisées, vous pouvez encore utiliser la fonction supply pour calculer les moyennes et les variances ou les écarts types. Vous trouverez effectivement que les moyennes sont nulles et les écarts types sont égaux à 1. Alors, comment appliquer l'ACP dans R? Il y a quelques packages que vous pouvez utiliser, notamment le package stats, le package factor minor, le package AD4, il y a d'autres aussi que vous pouvez utiliser, mais ici, je vais tout simplement illustrer avec les package factor minor pour les calculs et les packages factor extra pour les illustrations graphiques. Alors, il faut d'abord commencer par préalablement télécharger, installer les packages avant d'utiliser, mais avant d'utiliser, charger cela en mémoire de votre ordinateur. Alors, pour faire l'analyse des composantes principales, la fonction est simple, c'est PCA, majuscule, PCA, avec entre parenthèses comme option les noms du jeu de données sur lesquels vous voulez appliquer l'analyse des composantes principales. Et vous les faites, vous avez les résultats. Les résultats sont sauvegardés dans un objet auquel vous devez assigner un nom. Ici, je l'appelais microfilm.pca. C'est le nom de l'objet qui contient tous mes résultats. Alors, quels sont les résultats qui sont dedans? Vous avez pratiquement 15 sous-objets, 15 objets dans ces résultats-là. Et pour voir cela, vous utilisez la fonction print. Okay? Alors, vous avez les valeurs propres, les résultats concernant les variables, concernant les individus, la contribution de chaque individu, chaque variable, les coordonnées et même la qualité des représentations des différentes variables et des différents individus sur les composantes principales. Alors, ça c'est ici vous avez la commande, vous pouvez utiliser cette commande de cette façon-là. La même commande, vous pouvez obtenir les mêmes résultats en passant la commande suivante et les mêmes résultats également. Alors, quand vous lancez la commande, si vous avez spécifié, je vais revenir un tout petit peu, si vous avez spécifié graph equals true, donc elle va va afficher ces deux graphiques ici. Mais si vous n'affichez pas, vous ne mettez pas l'option, donc il n'y aura pas de graphique. Nous y reviendrons dans la suite. Alors, on peut soutirer ou extraire les variances des composantes principales tout simplement en tapant microfilm.pca. Ça, c'est les noms de l'objet qui contient les résultats. Et je dis EIG, c'est son eigenvalue. Donc, eigenvalue, les valeurs propres. Mais j'ai appelé tout cela eigenvalues. OK? Et j'ai toutes les valeurs propres
donc qui sont en même temps les variances des composantes principales. Et dans la colonne ici, vous avez les pourcentages de chaque composante principale, chaque variance. Par exemple, la première composante, la première variance compte pour 87,15% et 87,15% et la deuxième 6,56%. Et dans toute dernière colonne ici, vous avez les cumuls des valeurs cumulées des contributions de variance. Alors, il faut retenir ceci. Une composante principale dont la valeur est supérieure ou égale à 1, c'est une composante qui a une explication substantielle dans la variance totale. Donc, c'est une composante à retenir. Donc, même quand il faudra retenir les composantes, il faut tenir compte de ces critères-là. Alors, l'idée ici, c'est d'obtenir une projection plus informative qui maximise la variance dans les données. Donc, il faut retenir le nombre de composantes qui maximisent l'information contenue dans les données. Et on peut faire recours ici, comme nous l'avons fait déjà, aux différentes proportions des variances. Ça, c'est juste les calculs que j'ai repris là-bas. Mais il y a aussi une autre façon de voir cela, c'est d'utiliser les graphiques des valeurs propres. Donc, vous avez, ça s'appelle les script plots. Vous utilisez la fonction bar plot. Ça va vous donner, vous spécifier ce que vous voulez, ce sont les variances. Vous pouvez nommer les axes comme vous voulez et choisir même une couleur pour pouvoir colorer les variances. Alors, dans cette représentation, vous pouvez bien voir que la plus grande information est détenue par la composante numéro 1. Et les autres composantes sont pratiquement assez faibles, de proportion faible. Vous pouvez ajouter une ligne à votre graphique de valeurs propres. Et à ce moment-là, il y a une petite règle que vous pouvez suivre là où la ligne fait les coudes. Ça vous détermine le nombre de variances ou bien de composantes principales qu'il faut retenir. Ou alors, vous pouvez vous-même vous donner un critère pour dire vous retenez les nombres de composantes jusqu'à concurrence de 70%, 60% d'explication. Alors, les graphiques que je viens de vous montrer un peu avant peut être obtenu avec le paquet factor extra avec cette commande. Et là, vous avez directement la ligne immédiatement dans les graphiques, vous n'avez pas à spécifier, la ligne vous est donnée directement. Et NCP, c'est Number of Principal Components, donc composante principale, c'est 8. On fait les graphiques pour 8 composantes. Alors, ça c'est pour voir l'explication, les proportions, mais comment maintenant analyser les informations sur les variables? La première chose que vous pouvez faire, c'est de voir quelles sont les coordonnées des variables sur les différentes dimensions, les différentes composantes principales. Alors, ces informations sont résumées, sont sauvegardées dans l'objet suivant, microfilm.pca, ça c'est les noms des résultats, signe du dollar var dans les variables, signe du dollar cosine. Là, je suis allé un peu plus vite, je suis ici. Coordonnées. Donc, vous avez les coordonnées ici. Alors, vous voyez toutes les coordonnées qui sont là, qui sont données par de la manière, ça indique quelles sont les coordonnées des différentes variables sur les différentes dimensions ou les différentes composantes principales. Et vous pouvez même obtenir la qualité de la représentation de chaque variable. Ici, il faut savoir que plus ces contributions tendent vers 1, alors la variable est mieux représentée sur la composante principale. Et comme vous pouvez bien les remarquer, toutes les variables sont mieux représentées sur la première dimension et non sur les autres dimensions. Alors, on peut calculer la contribution de chaque variable, contribution en pourcentage de chaque variable à chaque dimension. Et tout cela est déjà calculé, bien sûr, on peut afficher cela. C'est dans l'objet microfilm PCA var contrib. Et les contributions sont calculées de la manière suivante. C'est le cosinus de l'angle entre la variable et la dimension, divisé par le cosinus total de la composante, vous multipliez par 100. Donc, vous remarquez ici que toutes les variables pratiquement expliquent un peu plus de 13% de la première dimension
Alors, à l'exception de la variable risque qui explique 10%. Mais les autres variables, pour les autres variables, les explications sont un peu faibles, non pas tellement faibles, parce que ici, la variable, le risque explique 45%, contribue à 45% sur la deuxième dimension, et la garantie contribue à 44,6% sur la cinquième dimension. Donc, ce sont les contributions des différentes variables aux différentes dimensions. Nous pouvons également représenter, faire recours au graphique des variables. Alors ici, il faut retenir ceci, en ce qui concerne la représentation des variables. Dans ces graphiques, dans ces cercles unitaires, on dira qu'une variable est mieux représentée si son point est proche de la circonférence du cercle unitaire. Voilà ce que nous avons ici. On peut obtenir ce cercle soit en utilisant les packages factor minor ou en utilisant les packages factor extra. Mais quand vous remarquez, les commandes sont là, quand vous remarquez bien, toutes les variables sont proches du cercle unitaire. Donc, toutes les variables sont mieux représentées ici, exactement, surtout sur la première dimension. Alors, en résumé, il faut suivre les étapes suivantes pour interpréter. C'est que, premièrement, vous déterminez quelles sont les variables qui sont les mieux représentées sur différents axes. Alors là, ce sont les variables qui ont une forte corrélation avec les composantes, au moins une composante, et dont la somme des carrés des corrélations avec les deux composantes s'approche de 1. Et donc, une autre étape, c'est d'interpréter en fonction de l'importance des corrélations. Est-ce que les corrélations sont significatives importantes? Le sens des corrélations, est-ce que c'est positif ou négatif? La contribution des bases. Vous combinez tout cela, tous ces effets pour mieux interpréter les résultats, mais sans oublier votre connaissance sur les sujets que vous êtes en train d'analyser. Alors, si vous voulez savoir les variables les plus fortement représentées ou corrélées avec les composantes principales, voici la commande, c'est dimdesk. Dimdesk. Et vous mettez les données et vous déterminez les axes. Ici, nous avons l'axe 1 et 2 dont nous voulons voir les corrélations des différentes variables et leur significativité à l'aide de la valeur P. Comme vous l'avez remarqué très bien, sur la première dimension, c'est toutes les variables qui sont représentatives et vous remarquez que les coefficients de corrélation sont significatifs, toutes positives et supérieures à 75%, à 0,75. Mais sur la deuxième dimension, il n'y a que deux variables, à savoir rentabilité et risque qui sont significatives. Et la rentabilité a une corrélation positive avec la deuxième dimension, alors que les risques a une corrélation négative avec la deuxième dimension. Alors, ce sont les informations sur les variables. Vous pouvez passer aussi aux informations sur les individus. Alors, tout cela est contenu dans l'objet Microfin PCA individu and, donc contrib. Ce sont les contributions. Donc, vous pouvez voir ça, visualiser cela, les contributions de tous les individus aux différentes dimensions. Vous remarquez par exemple l'individu numéro 1 a une très forte contribution sur la première dimension, mais aussi sur la deuxième dimension, alors que les autres individus n'ont pas beaucoup de contributions. Vous pouvez utiliser les fonctions sum, head, tail pour voir les parties de ces contributions-là. Et aussi la qualité de la représentativité de ces individus. C'est dans l'objet Microfin PCA and Cost 2. Donc, vous remarquez, si vous analysez très bien, vous verrez que quelques entreprises, parce qu'il s'agit des entreprises, des individus, ici sont les entreprises. Les entreprises 3, 4, 8, 18, 19 et 21 ne sont pas mieux représentées sur le premier axe parce que leur contribution n'étant pas vers 1. Donc, leur cosinus carré tend en fait vers 0 au lieu de tendre vers 1. Alors, comme nous avons obtenu les graphiques des variables, nous pouvons aussi obtenir les graphiques des individus. Et vous pouvez obtenir cela de deux façons, soit en utilisant factor minor, soit en utilisant factor extra. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les individus qui ont des caractéristiques similaires sont représentés ou regroupés ensemble. Regardez, par exemple, ici, il y a beaucoup d'entreprises regroupées vers ces points ici.
Mais il y a deux entreprises qui ressortent un peu, c'est l'entreprise 17 et l'entreprise 1. Ça veut dire qu'ils ont vraiment des caractéristiques très différentes des autres entreprises, c'est tous des celles qui sont regroupées à ce point ici. Mais il y a aussi quelques entreprises qui ont des caractéristiques intermédiaires entre les deux extrêmes. C'est par exemple 2, 3, 9, 8 et 21 par exemple. Donc, ces graphiques vous permettent en fait d'étudier la similarité, les caractéristiques similaires entre les différentes entreprises dans ces cas. Mais vous remarquez quand même que 17 et 2 se trouvent dans deux cadrans différents, ce qui veut dire qu'ils sont assez... leurs caractéristiques semblent être contraires, bien que différents des autres variables. Donc voilà. Merci pour avoir suivi ces cours assez rapides. Vous avez toujours la possibilité d'arrêter la vidéo et de prendre notes parce que les notes sont assez explicitées sur la vidéo. Merci. Pour aujourd'hui, nous avons terminé et je vous retrouve à la prochaine.